Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. Chers auditeurs, un numéro un peu particulier de ce Libre Journal, puisque nous sommes le 14 juin, que c'est la fête de la courtoisie, que cette émission est préenregistrée, puisque nous serons tous encore à la fête au moment où je commence à parler. Je n'ai pas encore le don de bilocalisation. Ça vient, on y travaille. Bilocation. Mais enfin, bref. Voilà. Bilocalisation, c'est par GPS. Nous sommes oui, c'est vrai. Et ça existe déjà. Oui. Et par conséquent, nous sommes à la fête. J'espère que cette fête aura été un immense succès et que, chers auditeurs, vous nous reprenez comme ça, peut-être au retour de cette grande signature de livre. Et dans cette émission, j'ai l'immense joie, le bonheur réitéré de recevoir un auteur que vous avez rencontré et que vous rencontrez encore peut-être en direct à l'espace Champéret. Il s'agit de Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonjour. Alors, je suis tout à fait enchanté. Je voulais que ce soit vous. On essaye de se vous voyez à l'antenne. Donc, j'espérais que ce soit vous qui soyez là aujourd'hui. C'est toujours une émission très importante parce que la plupart de nos auditeurs, quittant la fête, branche leur radio et naturellement c'est une émission qui a toujours une importance un tout petit peu particulière. Voilà, ne serait-ce que sentimentalement puisque c'est la fête de Radio Courtoisie aujourd'hui. Alors nous allons faire un bilan, si j'ose dire. On sait que vous avez écrit beaucoup de bouquins. 777 c'est le dernier. Non, enfin, vous êtes pas loin, c'est 666. Ah, c'est 666 le dernier? J'étais persuadé, voilà. Non, mais ils sont d'actualité. Bon, de toute façon, ils sont tous les deux d'actualité. 777 est plus que jamais d'actualité, c'est absolument. Clair. Ouais. Alors, donc, on va parler peut-être un petit peu de ce livre et du contenu qui est absolument, et de plus en plus d'actualité d'ailleurs. C'est ça qui est, non pas paradoxal d'ailleurs, qui est, alors peut-on oser le prophétique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très intéressant. Mais c'est surtout que avec vos différentes revues de presse, vous parcourez un peu le monde et par conséquent vous avez toujours une vision très exacte de la situation et une vision très concrète. Voilà, ça c'est pas forcément une vision, j'allais dire. Supra. C'est une vision factuelle. C'est factuel. Vous rencontrez les populations, vous rencontrez les décideurs naturellement, et par conséquent, c'est ce genre de renseignements dont nous avons besoin pour comprendre la situation. Alors, justement, il est intéressant d'aborder une annonce qui a été faite hier par la banque, par l'état-major de la banque mondiale, de la très grande banque, on va dire ça comme ça, HSBC. Oui. Voilà, qui a décidé de licencier une nouvelle fois. Avant c'était à coût de 15 000, 10 000, voilà. Depuis, je pense qu'ils ont dû virer à peu près 200 000 personnes maintenant depuis 2007. Mais là, ils ont décidé de licencier, écoutez bien, 50 000 personnes. C'est-à-dire techniquement une personne sur 3. Alors la raison. La raison, c'est que le HSBC, comme les autres banques d'ailleurs, les liquidités sont en train de s'amoindrir. Il y a plus d'argent nulle part, même chez les très riches. En conséquence de quoi, ils ne peuvent pas imposer, vous savez, des agios, et puis ils sont extrêmement surveillés dans leurs opérations de blanchiment d'argent par les autorités américaines et étrangères. Et donc, comme les autres banques, parce que je précise que 2 jours avant HSBC, c'est la JP Morgan qui a licencié 5000 personnes. Elle aussi avait déjà licencié 14 000 personnes l'année dernière, 8 000 2 ans ou 3 ans auparavant, et ainsi de suite. Donc à ce train-là, si vous voulez, il restera dans les banques, il restera plus que des automates. Voilà, alors ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de banques qui ne sont d'ailleurs desservies que de cette façon. C'est-à-dire que toutes les opérations se font à travers des... Ah mais c'est le rêve du banquier. C'est le rêve du président de la banque. C'est-à-dire qu'il y a que lui et sa secrétaire, et tout le reste est fait par des automates et ces systèmes d'information d'ordinateur. Voilà. Non mais il faut le souligner. Alors ça c'est une chose, parce qu'on pourra toujours objecter, oui mais c'est... Non mais cela dit, c'est la crise des liquidités. Hein, alors voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Car à la limite, c'est comme ça un peu dans tous les domaines. On sait très bien qu'avant, il fallait, je ne sais pas, 17 techniciens autour d'une carcasse de voiture pour pouvoir la monter. Oui. Aujourd'hui, il est seul et il se débrouille très bien comme ça. Donc ça s'appelle peut-être la modernité. Je dis peut-être. Bon, cela dit, l'humain là-dedans est évidemment complètement évincé. Didier, juste pour préciser, ça fait quand même 15 ans que les banques ont viré suffisamment de monde pour avoir le minimum syndical pour
faire fonctionner le système. C'est ça. Maintenant, tous les licenciements qui tombent depuis de plus, on va dire, c'est là ils touchent aux muscles directement. Là, on voit bien qu'il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent sur lequel se servir. Les banques sont des tiques. Vous savez ces tiques là qui tombent des arbres et qui pompent le sang comme les vampires. Donc il y a plus d'argent à pomper. C'est ça, et c'est pour ça qu'elle vire, entre autres. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a un équilibre entre le personnel, entre les charges de Il faudrait voir d'ailleurs si les tiques ne sont pas en train de disparaître au même rythme que les banquiers. En même temps enfin, dans les forêts, certainement pas. Alors, toujours est-il que ce qui est important, c'est effectivement, c'est cette démonétarisation générale qui est souhaitée, d'ailleurs, qui est annoncée carrément. Dans votre blog que je compulsais là tout à l'heure, il y a plusieurs de vos auditeurs qui ont photographié dans leur agence bancaire de quartier. Il y a une photo géniale là. Les panneaux. Ah oui. Disant faute de liquidité. C'est la banque postale de Sartrouville. Veuillez repasser dans voilà, le directeur de l'agence, mais on n'a plus d'argent, voilà. Exactement. Avant c'était panne d'informatique, grève des convoyeurs de fonds, machin. Et merci de votre compréhension. Oui, merci de votre compréhension, c'est important. Voyez donc quoi, la ménagère ne fera pas son marché. Voilà. Mais un petit régime. Ouais, vous savez que la même chose, en fait, le directeur général de la banque postale, pas française, mais du Congo, je crois, ou du Gabon, pardon, pas que je raconte, du Gabon, est en faillite. Et donc elle est totalement en faillite. Vous pouvez retrouver l'information sur la revue de presse. Et Monsieur Ngo, il s'appelle. Et Monsieur Ngo donc expliquait qu'en fait ils ont trouvé la recette, puisque tous les Gabonais venaient chercher l'argent le vendredi pour partir en week-end. Et donc ils préparaient à l'avance les grandes affiches, problème informatique, problème de ceci, etc. pour ne pas donner. En fait, ils attendaient que quelqu'un dépose de l'argent pour le rendre à la personne qui en demandait. Et ça me rappelle typiquement la grande crise de liquidité, notamment qui avait détruit l'ex-Yougoslavie de Milosevic, mais ça rappelle également l'Argentine, ça rappelle Weimar, ça rappelle tout ça, quoi. Moi je rappelle parce que c'est alors à chaque fois on me dit oui mais c'est très anecdotique. Oui bien sûr, mais enfin c'est très plus du tout anecdotique. En Argentine, je me trouvais pendant cette crise en Argentine et nous étions dans un hôtel en délégation, enfin etc. Donc c'était tout à fait officiel et je me trouvais dans un hôtel et le matin pour prendre le petit déjeuner, il y avait absolument personne. Voilà, on est obligé de se servir soi-même, ce qui ne se fait pas forcément dans un hôtel de classe. Et alors on s'étonnait et le personnel est revenu vers 10h30, 11h du matin. Alors on a posé des questions, enfin qu'est-ce qui se passe? Il y a une grève, etc. Il dit non, vous ne savez pas. Mais nous avons appris ce matin, sous les coups de 6h, que toutes les banques étaient fermées. Et les DAB, les distributeurs sont totalement fermés. C'est exactement ce qui se passe en France. Et tous ces gens n'avaient plus un sou vaillant et ils ne pouvaient plus récupérer leur propre compte dans la banque. Si bien que on a vu après ça. Alors en délégation, nous étions une délégation officielle et il se trouve que nous n'avons pas pu rester dans l'hôtel car je suppose que les services qui devaient rémunérer cet hôtel ont été pris de court aussi. Bien sûr. Donc nous avons été logés chez l'habitant et que j'ai vu donc cette personne qui était extrêmement distinguée, parlant admirablement le français, ça c'est pour la petite histoire, partir avec des objets de son salon, avec un tableau en particulier que j'avais repéré parce qu'il était superbe, et elle allait sur le trottoir vendre des biens au plus offrant. Pour avoir du liquide. Pour pouvoir avoir quelques billets. C'est absolument ahurissant. Alors que c'était des gens qui avaient un train de vie et des moyens, certainement bancaires, mais des moyens considérables. Donc, d'un jour à l'autre, plus rien. Est-ce que c'est ce qui se passait en Grèce? Chypre. À Chypre. Et est-ce que ce genre de mésaventure, alors n'affolons pas le peuple, mais est-ce que cette mésaventure je préfère que le peuple soit affolé et qu'il prenne des mesures, comme on dit, prophylactiques, pour utiliser un terme de jeu d'échecs. Donc plutôt qu'il se retrouve le bec, je vais pas dire le bec, le bec dans l'eau, mais le bec dans le distributeur. Parce que à un moment donné, de toute façon, on y va. Et moi, je redonne toujours cette anecdote qui est vitale à mon sens. Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc en octobre 2008, était à deux doigts, c'est le cas de le dire, d'arrêter tout le système de distributeurs automatiques de billets en Angleterre. Voilà. Et c'est la réunion de Paris menée par Monsieur Sarkozy, où ils ont décidé d'un commun accord de prendre tous les impôts du peuple
du peuple français, entre autres pour sauver des banques, d'où les grandes fusions, caisses d'épargne, etc. Voilà, les Bread, toutes ces banques qui étaient complètement bancales, qui ont été ruinées par l'explosion de Wall Street, et on voit aujourd'hui les conséquences de tout ça. On le voit, on l'a chroniqué ensemble depuis quelques années, mais là on voit notamment les conséquences dramatiques sur les municipalités. Alors justement, sur les municipalités, moi j'ai beaucoup aimé l'article du journal du dimanche de dimanche dernier justement, hein, où ils ont benoîtement titré 1000 municipalités en alerte budgétaire. J'aime beaucoup le alerte budgétaire. Ça veut dire qu'ils sont en faillite. On s'est habillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en faillite. Mais ils n'osent pas le titrer. Ils n'osent pas le dire. Voilà, si vous vous promenez dans le coin de, je crois que c'est Vitry, il y a des calicots partout le long des abribus en disant rendez-nous nos 24 millions. Voilà. Or, pour une municipalité comme celle de Vitry, évidemment, 24 millions, c'est une somme très importante. C'est colossal. Or, il faut savoir que ça veut dire que ces 24 millions ne sont plus dans les caisses. Bien sûr. Et par conséquent, il manque 24 millions pour boucler le budget, et il va bien falloir les trouver quelque part. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les cadres de la banque Dexia, hein, qui ont joué un rôle immense. Bien évidemment. Qui ont joué un rôle immense dans la ruine des municipalités avec leurs emprunts toxiques. N'oubliez pas que le maire de Marvejols s'est suicidé il y a 2 jours à cause de ça, quand même. Hein, il s'est suicidé. Alors, 5000 habitants, je sais plus combien de millions de déficit. 13 millions et la piscine fermée. Et en fait, c'est le fait que la piscine soit fermée, que les enfants ne puissent plus y aller, etc. qui a mis en colère les habitants. Et dans ma revue de presse, comme vous l'avez pu le constater, maintenant je vois de plus en plus souvent des activités de sport et notamment des piscines qui sont arrêtées. Ils arrêtent le financement de la piscine. Et c'est ce que j'avais vu à Athènes il y a 4 ans. Vous vous rendez compte? Oui, ça c'est important de le... Non, mais je précise bien, la piscine d'Athènes olympique, c'est le cas de le dire, parce qu'on est à Athènes, donc ça va ensemble. La piscine est totalement délabrée. Si vous allez à Athènes aujourd'hui, vous regardez les installations magnifiques dans lesquelles Laure Manodou a eu ses médailles d'or, rappelez-vous, c'était pas si vieux que ça, hein. Et, elles sont délabrées. Les faïences ont été volées. Enfin, emportées, détruites. Toutes les installations olympiques sont détruites. On n'a plus l'argent pour les enterrer. Non mais il faut le savoir ça, et c'est ce qui nous attend. Alors c'est effectivement le danger à court terme qui attend toutes les mairies, puisqu'on sait qu'il y a eu les mairies ont été encouragées, ne l'oublions pas. Monsieur Sarkozy en effet. Voilà, à faire des emprunts toxiques, et que ces emprunts aujourd'hui il faut bien les rembourser, et généralement ce sont des emprunts qui étaient en plus indexés sur le franc suisse. Indexés sur le franc suisse, merci. Quelle arnaque. Bon, ce qui fait que les municipalités, alors dans le juste une chose, ne serait-ce que ça, voilà. On nous a vendu l'euro. Hein. L'euro, c'était la solution à tous les maux. Absolument. On nous a vendu ça, monsieur. Je sais plus qui disait que c'était le sourire l'éternel, je sais pas quoi, genre vous savez la phrase maoïste par définition. L'euro allait apporter la paix dans le monde, etc. Enfin, non, du moins dans l'Europe. Et voilà que des banques comme la Dexia trouvent le moyen de faire des emprunts en euros, mais indexé sur le franc suisse. Pourquoi indexé sur le franc suisse alors que l'euro est censé être la monnaie la plus forte et stable pour... Déjà là, il y a un problème. Ça veut dire que les banquiers avaient déjà préparé leur coup avec le franc suisse. Voilà la triste réalité. Oui, en tout cas, c'est la seule explication plausible de cette... Et je précise d'ailleurs pour la petite histoire que la Dexia avait voulu faire un procès, si mes souvenirs sont bons, à la JP Morgan, ça s'est pas fait, hein, parce que eux-mêmes s'estimaient lésés par la JP Morgan. Vous savez, c'est assez amusant. Enfin, quand les vautours se font, les crocodiles, les hyènes se font des procès entre elles. Alors, donc une situation dont on voit bien, d'ailleurs, il suffit que la ménagère de 50 ans, qui était à une certaine époque vraiment le standard incontournable, se rend compte aujourd'hui, en faisant son marché, que il faut faire tourner il faut vraiment partir avec beaucoup de liquidités si on veut boucler sa semaine. Bien. Le problème, c'est que on comprend bien qu'il y a à la fois j'allais dire cette inflation, oui, on peut parler de ça, même si officiellement
Elle est gommée. J'en parle régulièrement, mais vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. L'inflation, on vous dit que mais l'INSEE ne prend pas en compte, si vous voulez, la diminution de 30% de contenu. Hein, les gâteaux, c'est moins 30. J'ai acheté hier des aspirines Bayer, pour ne pas le citer. Hein, c'est une boîte classique d'aspirine que tout le monde connaît. Avant, il y avait, je sais pas, 10 pilules. Maintenant, il y en a 2 en moins. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la technique, d'ailleurs. C'est 20% en moins. On laisse le contenant, mais on diminue la dose à l'intérieur. Exactement. C'est bien que on a voilà, ça fait une augmentation de 20%, mais l'INSEE ne le voit pas comme ça. Mais bien évidemment. Voilà. Et de toute façon, les statistiques sont, on le sait, relativement faussées. Non, mais l'État n'a aucun intérêt à donner. Vous savez, pour une raison très simple, c'est que le taux d'intérêt qu'elle doit donner sur le livret A est collé. Donc si on vous dit il y a 1%, donc il faut qu'il donne un peu plus d'1%. Maintenant, si vous dites en fait la véritable inflation en France est de 20% par an, le livret A est dans l'illégalité la plus totale. Et ils doivent donner 20% de taux d'intérêt. Voilà pourquoi ils truandent le taux d'intérêt du livret A. On s'en doute. Et de toute façon, et l'index, les éléments qui rentrent dans le calcul de l'INSEE changent tous les mois. Ils prennent en compte pour le mois d'août la chaussure de ski. Tiens, j'aime beaucoup ça, la chaussure. Mais bien sûr, moi j'achète des chaussures de ski toutes les semaines, c'est bien connu. Au mois d'août. Ou un bloc de béton. Un bloc de béton à ramener chez soi, vous savez, comme un menhir d'Obélix dans votre salon. Alors, mais on nous prend pour, enfin bon. Oui, on nous prend pour des billets. On a bien deviné. Surtout l'INSEE. Alors, cette démonétarisation, j'y arriverai, de notre monnaie, c'est encouragé par les banques puisqu'ils vous incitent à utiliser la carte bleue, à ne plus utiliser le liquide. D'ailleurs, le liquide, on a de plus en plus de mal. Il y a eu 2 mesures principales de Monsieur Sapin qui voilà, exactement. Il a dit. Quel est le but final de ça? Le but final, c'est exactement, parce que vous voyez, inconsciemment, vous avez bien fait de prendre 777 avec vous, puisque c'est exactement ce que j'ai exposé dans le livre. J'ai dit que en fait, ils finiront par interdire le liquide de manière à essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver des banques. Les banques sont ruinées. Elles n'ont absolument pas l'argent, elles ne peuvent pas vous rembourser votre argent. Voilà. Enfin, du moins l'argent de tous les déposants. Donc, l'idéal, maintenant, consiste à supprimer, à interdire l'utilisation de l'argent liquide. C'est pour ça que vous avez vu, la dernière on avait droit à 3 000 euros. Si vous allez, je sais pas, au marché aux puces, vous avez, vous pouvez payer jusqu'à 3 000 euros en liquide. Maintenant, ça a été ramené à 1 000. Je rappelle simplement qu'en Allemagne aujourd'hui, il y a toujours pas de limite à ça. Et vous avez vu en même temps que Monsieur Sapin a déclaré il y a 15 jours qu'il va abaisser à 0 le montant minimal chez les commerçants pour payer en carte bleue, d'accord. Et parallèlement à ça, vous avez vu toutes les publicités qui ont été faites par les banques pour le paiement avec votre carte bleue du sans contact. On vous le donne d'office, vous avez même pas besoin voilà. Donc tout est fait, si vous voulez. Et dans le livre 777, j'ai publié l'interview du vice-président de Visa qui date de 2006. Faut voir le truc quand même. Qui disait déjà à l'époque, il disait vers 2012, il vous coûtera beaucoup plus cher de payer en liquide que avec votre carte bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont un peu de retard sur leur plan. Donc ils ont un peu trop de retard parce qu'ils veulent nous pousser à utiliser que la carte bleue pour tout payer, bien entendu, mais que à terme, le fait que vous payez en liquide, vous aurez une commission de 5% supplémentaire. Voilà où ils veulent inverser la chose, et ça permet aux banques de garder l'argent par devers eux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais même l'argent de la planète Mars, de la planète Vénus et Neptune ne suffira pas. Et je vais vous donner très factuellement à tous vos auditeurs l'exposition en crédit dérivé. C'est les fameux CDS, le fameux produit financier toxique inventé par Blight Masters, justement. L'exposition de la Deutsche Bank, d'accord. L'exposition de la Deutsche Bank est de 64 000 milliards. Ça fait beaucoup de zéros. Oui, on sait plus d'ailleurs. On va dire 64 trilliards. Ça fait rêver. Voilà. Et que le PIB de l'Allemagne est de 4 trilliards. Donc c'est ce que j'ai mis dans la revue de presse. Si jamais il y a nouvelle explosion de Wall Street, comme le 29 septembre 2008, les Allemands devront travailler pendant 16 ans d'affilée juste pour payer les obligations auquel a souscrite la Deutsche Bank. Que la Deutsche Bank. Là, on parle pas des autres banques.
de la JP Morgan, de Bank of America, de Wells Fargo, de toutes les banques japonaises, et j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que vous réalisez ça? Oui, malheureusement. En fait, ils ont pu continuer leur système financier uniquement en démultipliant les CDS. Les CDS de Bretton sont le cœur du sujet. C'est le réacteur. Voilà. C'est le réacteur de la dette fabriquée à l'infini. Alors, à terme, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, certes, les observateurs disent bien, on est à la veille d'une nouvelle crise financière majeure, etc. C'est marrant, là, maintenant, tous les observateurs le voient. C'est marrant, en 2007, ils le voyaient pas, mais maintenant, ils sont tous d'accord en disant, il y a une nouvelle explosion à venir. Voilà. Mais alors, cette explosion, d'abord, comment est-ce que les choses vont se passer pour cette explosion, et comment allons-nous sortir de cette explosion, surtout? Parce que des explosions, on en a subi quelques-unes. Il y a certainement d'ailleurs quelques personnes qui n'ont pas, qui n'ont même pas ressenti ces explosions. Voilà. Or, elles ont été bien réelles. Je crois ce qui a été ressenti le plus, mais ça, c'était pas une explosion, c'était une volonté délibérée. C'est ce passage du franc à l'euro qui fait que à terme, mais tout le monde l'avait prévu. Un franc vaut 1 euro. Or, 1 euro, ça vaut 6 francs, 57, etc. Augmentation de 600%. Donc voilà, exactement. Ça, on a très bien compris le jeu. Alors, là, cette crise va se produire d'ici quelques semaines, quelques mois, tout au plus, d'après les observateurs. Comment est-ce que cette crise va se manifester pour le porte-monnaie de la ménagère, comme on dit, et comment sortira-t-on de cette crise? Dans quel état sortira-t-on de cette crise? Je crains malheureusement que de cette crise-ci, on n'en sortira pas. Oui, parce qu'à force d'accumuler les risques... En fait, on ne fait que reculer pour mieux sauter, si vous voulez. On ne fait que reculer pour mieux sauter. Vous savez, c'est un peu comme la Grèce. On nous parle du défaut de paiement de la Grèce depuis maintenant, grosso modo, 5 ans. Mais il faut peut-être jamais oublier que le défaut... que ce cirque avec la Grèce, c'est fait pour permettre aux traders allemands, américains et japonais de s'en mettre plein les poches. Parce que ce que j'ai vu dans parce que vous savez que je suis branché en permanence sur tous les systèmes d'information financiers. Toute la semaine, du lundi au vendredi, on vous fait la Grèce va faire défaut, donc les gens ils commencent à avoir peur, ils prennent des positions. Et puis comme par hasard, le vendredi vers 2h de l'après-midi pour nous, tout d'un coup, la Grèce va faire son paiement final de 300 millions au FMI ou un tel ou un tel. Et comme par hasard, c'est toujours avec 6 heures de décalage, si vous voulez, vous voyez, c'est l'heure de New York, de Wall Street, ce qui permet à tous les et ils ramassent la mise sur la semaine. Voilà, en fait, c'est de la spéculation pure d'une part, non, c'est une spéculation, si vous voulez, ils permettent au système, à leurs traders de continuer. C'est-à-dire qu'en fait, ils rasent à fond, ils rasent tout ce qu'ils peuvent raser. Mais la Grèce, avec 180% de dette sur leur PIB, ne pourront que faire défaut, à moins de les endetter sur 1000 ans. On prend toute la dette, on l'étale sur 1000 ans. Voilà. Bon, là, ça pourrait le faire. Le Mexique. Oui, et encore. Le Mexique a bien émis un bon du Trésor sur 100 ans. Mais c'est ce que je dis sur ma radio. Si Dark avait connu les bons du Trésor, elle aurait ramassé tous les écus, les pièces d'or, elle aurait pu aller envahir l'Angleterre, avec des bons du Trésor sur 100 ans, sans problème. Non, mais c'est intéressant à observer. La chypriotisation des Français, elle est au coin de la rue. Ça, on le voit. On le voit. La banque postale, ils peuvent rendre. J'ai vu que dans des cas d'héritage, par exemple le décès d'une personne, je vois beaucoup de lecteurs, 2 ans plus tard, ils attendent encore que les comptes soient débloqués. Parce que la banque postale met beaucoup d'efforts pour que les comptes ne puissent pas être débloqués, etc. Et maintenant, vous avez de nouvelles réglementations qui ont été votées, passées il y a grosso modo 1 mois. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vendez votre maison, on va dire, 200 000, 300 000 euros, eh bien, après, tout de suite, vous allez être signalé à Tracfin. C'est ça. C'est-à-dire que vous retrouvez avec 200 000 euros, ça y est, vous êtes suspect. Voilà, le flicage va être total. On voit bien la mentalité socialiste. On voit bien, vous êtes un riche. Vous savez, c'est comme Hollande. J'aime pas les riches. Mon ennemi est la finance. Comme si le fait de vendre une maison 200 000 euros, ça fait de vous un milliardaire de trader à la Kerviel. Mon ennemi est la finance, mais il modifie l'assiette de l'impôt sur la grande fortune pour ne pas y être assujetti.
Bah, c'est pour ça qu'il s'est jamais marié. Non mais attendez, Hollande et Ségolène Royal, c'est pour ça qu'ils se sont jamais mariés, c'est pour pas payer d'impôts. Ouais. Moi je me souviens très bien de la déclaration d'un député à l'époque où ils avaient voté une loi et il disait tiens voilà certains ils vont payer un peu plus d'impôts. Mais indépendamment de ça, moi je rappelle simplement, je l'ai vu dans une interview de monsieur Macron qu'il a donnée au Wall Street Journal il y a à peu près un mois et demi. En fait, lorsque François Hollande a prononcé cette phrase lors de juste avant les élections présidentielles, la finance est mon ennemi, il avait envoyé Emmanuel Macron une semaine avant prendre tous les rendez-vous à la City, à Londres, pour les rassurer. Et pour préparer son arrivée le lendemain de l'élection. Voilà, en disant, vous savez, je dis ça uniquement pour gagner, mais ne vous inquiétez pas, on touchera pas à vos intérêts financiers. Voilà. Vous voyez bien le cynisme absolu de ça, on s'en doute, pouvoir. C'est pas nouveau. Mais c'est dans le Wall Street Journal. Moi, je dis à vos auditeurs, allez sur ma revue de presse. C'est quotidien.com. Vous cherchez Macron, vous allez retrouver tous les liens, machin, tout ça. On n'y croit pas. On finit par y croire parce que c'est une telle telle avalanche de nouvelles. Non mais quand j'ai découvert que Macron était arrivé une semaine avant pour préparer les oui, bien sûr. Mais c'est pas possible d'être aussi cynique, quoi. Alors le problème, il est simple. Ça, on peut c'est des politiques. Voilà, politique et le média. Le média, parce que l'information ne passe que par lui, et le média est tout à fait aux ordres du politique pour pouvoir déclencher précisément ou des réactions épidermiques du public, ou au contraire ne rien savoir et valider regardez aujourd'hui les polémiques qu'il y a sur des événements qui sont des choses de cacahuètes, enfin des rien du tout. Mais on fait monter la sauce. Voilà, on fait monter la sauce sur ce genre d'événements et pendant ce temps-là, derrière, entre le 26 décembre et le 3 janvier, entre le 1er août et le 31 août, tout ce qu'on peut passe à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est exactement comme ça qu'ils avaient voté également la constitution de la Banque fédérale américaine. C'était au 25 décembre. Par exemple. C'était pas du tout innocent. Vraiment pas du tout innocent. Non mais vous savez, moi je redis à vos auditeurs, enfin ils le savent maintenant, ils l'ont vu, ne serait-ce que par les impôts qu'ils ils ont vu monter leur. On va en parler dans un instant d'ailleurs de ça. Voilà. Des nouvelles réformes. Il y a vraiment une crise, c'est absolument phénoménal. Il ne sait plus où se tourner pour prendre l'argent aux gens. La France est toujours autant endettée, sinon plus. Et le tour de force était celui de Sarkozy, nouveau. C'est-à-dire que Sarkozy a décidé d'épurer le bilan de la France en disant que certaines dettes du gouvernement ne seront plus celles du gouvernement, mais de municipalités. Et donc ça permettait, si vous voulez, d'épurer le bilan de la nation en faisant passer cette dette sur les municipalités ou les régions et en disant voilà, nous on a zéro dette, on peut emprunter à très bas. Voilà. Et voilà, c'est le tour, mais c'est une arnaque. De toute façon, ce tour de passe-passe a toujours été fait puisque on nous a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité au moins l'année prochaine. Merci les élections. Et mais par ailleurs, on transfère aux municipalités, aux régions, etc. Des frais qu'ils n'avaient pas à cautionner avant. Et c'est ça, c'est arnaque. Et par conséquent, ce sont les autres qui augmenteront les impôts locaux, enfin, etc. Oui, mais l'endettement des régions, etc. n'est pas, on n'en tient pas compte, si vous voulez, pour les émissions de bons du Trésor. Les traders n'en tiennent pas compte. Tout ça est fait pour les traders. Tout ça est fait pour que la France puisse faire la putain, passez-moi l'expression, auprès des traders de Wall Street et des traders japonais, parce que 30% des bons du Trésor de la France aujourd'hui sont achetés par les traders japonais. C'est quand même incroyable. Ils achètent ça avec la planche à billets, je le répète. Oui, avec la monnaie de singe. Ils achètent ça avec la monnaie de singe japonaise. C'est un pur scandale. Alors que nous, on va payer ça, on va payer ça avec le château de Versailles. Vous avez vu, on avait vu ensemble il y a à peu près 2-3 mois que déjà un bâtiment construit par Mansart, donc dans la vicinité du château de Versailles, a été vendu. Oui. On avait même son annonce sur le site des monuments historiques. On vend le patrimoine. Voilà. À vendre. Il serait temps qu'on vende l'Élysée finalement. Oui. Vous voyez pas? On devrait mettre un panneau à vendre sur le portail. Moi, je pense que ça ferait l'affaire. Sauf que l'Élysée en perdrait beaucoup parce que ça a très mauvaise réputation. Mais vous savez que la boutique, Didier, vous savez que la boutique en face du portail de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, était à vendre pendant 6 mois. Oui. Alors, tous les jours, quand ils sortaient de l'Élysée, ils voyaient à louer.
alors que c'est des boutiques rue du Faubourg Saint-Honoré. Enfin, je veux dire, c'est même 6 mois avant que le commerçant parte, absolument. C'était déjà pris. Oui, absolument. Et en fait, ils ont fini par le louer. Alors, à mon avis, là, il y a de la complaisance parce que c'est loué une boutique de lingerie. Vous voyez. Donc, j'aime beaucoup cette. Mais en même temps, c'est très c'est très French, comme vous me diraient les Anglo-Saxons. J'allais dire, c'est très heureux comme décision. Voilà, c'est très heureux. Il sort de l'Élysée, il va pouvoir acheter un petit porte-jartel à Julie Gaillet. C'est bien, non ? Avant de rejoindre la rue du Cirque, c'est merveilleux. Vous êtes à l'écoute du Livre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du Lumière de Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance qui n'a jamais aussi bien. La lumière de porte-jartel de l'Élysée, en face de l'Élysée. Et je reçois, vous l'aurez deviné, chers auditeurs, Pierre Jovanovic dans cette émission préenregistrée, puisque nous sommes encore, vous peut-être aussi, vous écouterez les rediffusions, nous sommes encore à la fête de la Courtoisie. Voilà. Espace Champéret, où Pierre Jovanovic a signé ses ouvrages, bien évidemment. Ouvrages parus pour la plupart au Jardin des Livres, voilà. On peut le dire. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez, sur l'avenir de la finance française, et de la finance, surtout du portefeuille du particulier. Oui, bien sûr. Certes, ça n'est peut-être pas de la macroéconomie, mais enfin, je pense que c'est de cette façon c'est de cette façon que les citoyens ressentent les choses. Alors, une grande réforme du quinquennat est annoncée pour ces jours-ci, pour ces mois-ci, en tout cas avant les élections présidentielles de 2017, c'est la fameuse réforme du prélèvement à la base, oui, du prélèvement à la source, donc à l'amende. Or, on sait très bien que ce prélèvement est en tout cas, c'est mon sentiment vu de loin. Ce prélèvement est un piège, puisque sauf adaptation du système, l'année où nous serons prélevés, on nous promet d'ailleurs des mesures d'aménagement. Mais l'année où nous serons prélevés, vous payerez les impôts sur le revenu de l'année précédente, comme on fait habituellement, mais il faudra bien également, puisque c'est à la source, vous payerez les impôts de l'année en cours. Voilà. Ça s'appelle en japonais, c'est l'indice Nikkei. Oui, c'est ça. Ce qui évidemment permettra des double. On payera 2 fois les impôts, donc en un mot, il y aura des rentrées d'argent considérables l'année où les choses vont être mises en place, sauf naturellement, comme je le disais, une méthode qui permette d'adapter les choses, mais on fait suffisamment confiance à nos politiques pour savoir que cette méthode, de toute façon, sera préjudiciable aux citoyens lambda et à celui qui paye des impôts. Alors, payer 2 fois ses impôts, tes impôts, 2 fois pour l'État, c'est toujours très avantageux. Absolument, mais alors en revanche, pour le pauvre citoyen, là. Waouh. Bon, alors admettons, il y aura on nous annonce des mesures qui vont permettre d'adapter les choses. Soit. Ces mesures, d'ailleurs, seront échelonnées dans le temps, d'après ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact avant 2017. Donc, chers citoyens, votez pour moi. Et vous verrez en 2018 ce qui va vous tomber sur le dos. Coin de la figure. Voilà, sur le coin de la figure. Quel est l'avantage pour le fisc de faire ce prélèvement à la source, alors que finalement, sauf, je le répète encore, mesures vraiment conservatoires, mais autrement, la plupart des gens vont avoir des difficultés pour estimer leur impôt, car payer l'impôt à la source, ça sous-entend de connaître au moins la totalité de ses revenus annuels. Alors, précision, ça se fait également aux États-Unis, ça se fait en Allemagne. Le système est extrêmement bien rodé, notamment en Allemagne, où les impôts vous remboursent. Alors, c'est pas comme en France, ils vous remboursent tout de suite. Si jamais vous payez en trop ou en moins, etc. Enfin, en moins, c'est à vous de payer, mais c'est extrêmement bien fait. Le temps que tous les logiciels de Bercy puissent être ajustés, on a déjà vu le cirque, et je suis poli, du logiciel Louvois du ministère de la Défense pour payer les militaires. Ah oui, franchement, j'ai des craintes absolument. Et vous savez que maintenant, c'est les cheminots qui seront payés au lance-pierre, puisqu'ils ont adopté quasiment le même logiciel, du moins du même fabricant. Enfin, est-ce que ces fonctionnaires d'État ont besoin d'être payés finalement l'État leur donne beaucoup déjà. Écoutez, moi, vous savez, oui, vous savez, je ne sais pas. Mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'ils ont absolument besoin de ça parce que ça leur permet d'avoir immédiatement 1 an de trésorerie
Voilà. Alors, en fait, c'est de la cavalerie. C'est de la cavalerie. C'est de la cavalerie. Exactement. Hein, disons-le clairement, c'est de la cavalerie. Hein, voilà. Qui va permettre de gommer un certain nombre de choses, qui permettra peut-être d'ailleurs de justifier de rentrée d'argent permettant de négocier d'autres emprunts, etc., qui permettra de réaliser un certain nombre de choses à la veille des élections. Mais c'est toujours la veille des élections. Et donc, le président sortant pourra toujours, s'il se représente, mais enfin, qui en doute aujourd'hui, pourra toujours justifier d'avoir répondu aux promesses qu'il avait faites 5 ans plus tôt, en disant, ça y est, j'ai les fonds, la crise est passée, et par conséquent, vive moi, je peux financer les réformes que j'ai annoncées. La crise n'est pas passée parce qu'il y a quand même un élément, Didier, qui est quand même extrêmement important. Vous l'avez vu, tous vos auditeurs l'ont vu. Le chômage depuis 2008 n'a pas cessé, ne cesse d'augmenter. Voilà, ne cesse d'augmenter, et c'est pas prêt de s'arrêter. Les 50 000 personnes licenciées au sein de HSBC, pour moi, enfin, avec l'expérience que j'ai de ma revue de presse, et je sais que chaque banque, quand les grandes banques licencient comme cela, et comme le fait IBM par exemple, d'accord, eh bien, cela n'annonce rien de bon. C'est-à-dire qu'un an plus tard, ce sont toutes les autres entreprises en France, etc., qui vont licencier massivement. Voilà ce qui va se passer. Eux, ils ont suffisamment d'argent pour avoir les meilleurs analystes, les meilleurs prévisionnistes, et surtout avoir le temps de calcul informatique. Vous voyez, et développer une stratégie. Et de développer une stratégie mais qui annonce voilà, les crises à venir. Voilà, donc eux ils raisonnent en année plus 2. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé du jour au lendemain de balancer 50 000 personnes à la poubelle. Voilà. Et ce qui n'annonce rien de bon pour nous, tout simplement. Oui, bien sûr, ça, on se doute que... Et IBM, entre autres, est le grand spécialiste de ça. Eux, ils ont viré 140 000 personnes. Pas une ligne sur les télévisions, rien. Non mais c'est incroyable. Rien du tout. Alors, parlons peut-être un instant, parce que toutes ces informations, naturellement, on les retrouve dans un certain nombre de lieux qu'il faut connaître. Il y a le blog de Pierre Jovanovic, il y a un certain nombre de sites qui permettent de le savoir, mais on sait très bien que la grande presse, généralement, au mieux annonce les choses, mais en enveloppant tout ça dans un discours sémantique tout à fait sympathique. Oui. Genre, c'est-à-dire alerte budgétaire. Alerte au lieu de dire municipalité en faillite. Voilà. C'est triste. C'est triste. Parce que c'est mensonge par omission pour moi. Alors c'est mensonge par omission, c'est mensonge par complicité, parce que on ne peut pas imaginer que les journalistes patentés, les journalistes financiers ne soient pas parfaitement au courant de tout ça. Enfin, ce sont quand même des gens qu'on peut supposer intelligents et compétents dans leur domaine. Par conséquent, ils savent très bien analyser, ils savent très bien observer les choses, et malgré ça, dans la plupart des journaux, on a j'allais dire une présentation qui est tout à fait tranquille, bien emballée, etc. Donc, le citoyen lambda ne s'inquiète finalement pas tant que ça, tant qu'il y a de l'essence à mettre dans le réservoir de la voiture avant de partir en week-end, en fin de semaine, pardon. C'est ça. Tout le monde est content, et par conséquent, ça se passe très bien. Le jour du réveil, évidemment, là, c'est la gueule de bois. Oui, mais pardonnez-moi, justement, vous venez de prononcer le mot-clé, hein, le jour J. Vous savez, sur ma revue de presse, il y a vraiment toutes les couches de la population. Ça va du pilote Air France au vigile du Carrefour au champ, etc. Et justement, les vigiles qui me font remonter les informations, eux, ils ont vu que la fin du mois arrivait au 11 et maintenant vers le 10 du mois. Oui. Hein, c'est-à-dire que au 10 du mois, la fréquentation du magasin s'arrête. Il n'y a plus personne. Ouais, et les gens qui viennent à partir du 10, on va dire le 11, le 12, eh bien, c'est plus des chariots qui prennent, c'est juste des petits paniers. Ils achètent. Et eux, ils ont l'habitude, ils ont cette habitude visuelle de voir la cohue aux caisses, le nombre de caisses d'ouvertes, machin, etc. Oui, ce sont des éléments. C'est des éléments extrêmement factuels. Voilà, pour moi, exactement. Hein. Très je considère que les vigiles des supermarchés sont pour moi infiniment meilleurs observateurs que l'INSEE, hein, qui nous donne qu'on a une inflation de 1% par an. Au mieux. Non, mais sérieusement. Mais vous avez le kilo d'abricots à 7 € en ce moment. Mais bien sûr. mais évidemment. Alors si c'est pas de l'inflation, qu'est-ce que c'est? Enfin, etc. Alors, donc, parlons un petit peu parce que
il faut informer le public. Et il faut que le public sache que, en allant dans les grands médias, pour autant qu'ils s'intéressent à la finance d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait prouvé dans notre pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a encore le minimum vital et l'essence à mettre dans la voiture pour partir, quelques jours, tout va bien. Et, à mon sens, seul, alors appelons ça une réaction citoyenne, j'aime déjà pas trop le terme de citoyen d'ailleurs parce que je le trouve complètement édulcoré, mais peu importe, utilisons-le. À moins d'une réaction citoyenne, mais quelle forme peut-elle prendre aujourd'hui en France? On va droit dans le mur. On est tout à fait, c'est marrant parce que c'est ce que François Mitterrand appelait le mur de l'argent, justement. Effectivement, on va droit dans le mur. Le point, il y a deux points, en fait, là, il y a plusieurs murs. D'une part, si vous voulez, c'est que, à un moment donné, la France, en fait, là, depuis quelques années maintenant, la France est obligée d'emprunter de plus en plus tôt. Voilà, pour payer le chômage, le RSA. Aujourd'hui, elle emprunte pour payer le service de la dette. Voilà. En plus, c'est vraiment le service de la dette, qui se mord les intérêts que nous dépensons, tout l'argent que nous dépensons aujourd'hui est passé loin devant l'éducation. C'est vraiment le premier poste. On devrait avoir un ministère de la dette aujourd'hui, techniquement, parce que c'est le premier poste de dépense de la France. Et c'est purement scandaleux. On nous le cache. Monsieur Sapin se félicitait du fait que la France emprunte à 0% ou je sais pas combien. Je dis mais attendez, mais pourquoi en fait, ils ont pas compris que la France servait de parking pour les traders. Donc même titre que les Allemands servaient de parking. J'ai 200 millions à placer. Tiens, je vais les mettre sur du 2 ans ou du 3 ans français. J'ai un truc à placer chez les Allemands, mais ou sur 10 ans. Je préfère perdre de l'argent parce que les Allemands font du taux négatif maintenant. Mais au moins, je suis sûr qu'avec les Allemands, je vais le revoir. C'est pas une solution de toute façon. En tout cas, c'est un pis-aller. Oui, c'est un pis-aller. Quand vous pensez que le général de Gaulle avait envoyé Giscard d'Estaing faire le coursier avec le dernier chèque du remboursement de l'emprunt au FMI, enfin Marshall, tout le bazar, et on était désendettés. Parce que la France avait tenait les manettes de la création monétaire. Aujourd'hui, la création monétaire n'est plus à nous. On est brinque-ballé par monsieur Goldman Sachs, en l'occurrence monsieur Draghi, qui pilote la Banque Centrale Européenne. Et monsieur Draghi a reconnu jeudi dernier, lors de sa conférence de presse, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, en anglais, il a reconnu que depuis qu'il a balancé sa planche à billets à lui, 1100 milliards, c'est quand même pas rien, uniquement qui ne vont pas dans la rue, qui vont pas dans les petits commerces, les entreprises, c'est uniquement pour racheter les actions du CAC 40 pour remonter l'action au CRIC. C'est ça. Le CAC 40 et le Dow Jones au CRIC. Oui, vous voyez que nous sommes là uniquement pour servir les intérêts des grandes multinationales techniquement. Mais monsieur Draghi a été obligé de reconnaître que l'inflation a redémarré en Europe à cause de sa planche à billets entre autres. Donc, je dis bien à vos auditeurs, parce que très souvent les auditeurs me disent mais qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais? J'ai du liquide, c'est toujours la question. J'ai 10 000 euros sous le matelas, je fais quoi? Alors, j'ai la réponse. Sous le matelas, il y a beaucoup de gens. Non, mais il y a beaucoup de monde. Non, mais ne croyez, détrompez-vous. Beaucoup de personnes vous savez, dans les 60, 70 ans, ils ont besoin d'avoir de l'argent liquide près d'eux, ça les rassure. Vous voyez, moi j'avais ma grand-mère, elle, il fallait que le frigidaire soit tout le temps plein, parce qu'elle avait connu la guerre. Vous voyez, donc c'est. C'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est conditionné. Voilà. Et j'en parle dans la rue de presse. Ce liquide, vous le mettez en couronne norvégienne. En couronne norvégienne. Pourquoi? Parce que la couronne norvégienne n'est pas dans la zone euro. D'accord? Ils sont indépendants. La Norvège est le pays le moins endetté de l'Europe. Leur monnaie est saine et surtout, la politique menée par le gouverneur de la Banque centrale de Norvège est absolument géniale parce que lui, il rachète toute sa monnaie. Il ne veut surtout pas qu'on puisse jouer sur. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il y a qu'une seule monnaie qui vous permette de tirer les marrons du feu, comme on dit, c'est la couronne norvégienne. Voilà. Et même si la Grèce sort de l'euro, ce qui est fort possible, si l'Angleterre sort de l'euro, ce qui est fort possible, puisque il y aura un référendum. Sort de la zone, parce qu'ils sont pas dans la zone. Non, mais de l'Europe. De l'Europe, mais ça va créer oui, absolument, des remous. Voilà, la Grèce, elle, est dans la zone euro, mais l'Angleterre, elle est dans l'Europe. Donc il y a toujours un truc. Peu importe que l'un ou l'autre. Quelque chose va se passer. Déjà, on a perdu 30% par rapport au franc suisse au mois de janvier.
D'accord? Je vous parle pas de tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas la peine. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir d'achat de l'euro va exploser à un moment donné ou à un autre. Donc, je dis voilà, si vous avez 5 000 euros... Et quand vous dites liquides, exploser, c'est parce que le pouvoir d'achat va baisser. Ben, bien sûr. Complètement. Oui, voilà. C'est une explosion, c'est une implosion. Une implosion, pardon. Oui, vous avez raison. C'est une implosion. C'est une implosion. Aujourd'hui, si vous voulez garder du liquide avec vous, et en plus, grâce parce que c'est un truc que Bercy n'a pas vu. Vous pouvez prendre 5 000 euros, 10 000 euros, même si en liquide. Ne le dites pas trop fort. Si, je le dis. Non, au contraire. Vous pouvez aller, voilà, vous pouvez changer vos euros en couronne norvégienne. Voilà. Et vous avez le droit jusqu'au 31 décembre 2015. Voilà. Comme si vous partiez en vacances. Moi, je pars en vacances en Norvège. Voilà. Je prends le soleil à Oslo. Voilà. Ce qui est une bonne idée. Il est moins brutal qu'à Athènes. Absolument. C'est donc préférable pour la peau. Voilà. Et là, au moins, quoi qu'il se passe, vos économies vont passer le cap. Hein, donc si vous avez besoin de liquide, sinon après vous avez toujours, moi c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai pas changé d'un iota, les lingots d'or, les pièces d'or et les pièces d'argent, basta. Mais ça, là, pour le coup, vous êtes repéré. Alors là, si vous commencez à acheter de l'or aujourd'hui, mais des centaines de milliers de Français achètent. Ils vont dire quoi? Moi, vous savez, il y a une réponse toute. Vous savez, moi, je l'ai donné à mon filleul. Hein, il a réussi son bac. Je lui ai donné, voilà. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre tous les Français en prison? Ils vont faire quoi? Ça, c'est une idée qui effleure beaucoup de gens en ce moment. Ça, c'est que le PS. Voilà, exactement. Non, mais le PS est devenu très stalinien ces derniers temps. Je sais pas si vous avez remarqué. Madame Filippetti qui disait il faut repérer tous ceux qui sont pas Charlie. Je sais pas quoi, oui, absolument. On a entendu des propos. Alors là aussi, tout à l'heure, toute cette conversation venait de l'impact médiatique et de la présentation des médias de toutes ces affaires financières. Mais je remarque effectivement. On a entendu des choses qui auraient dû totalement affoler le public. Bien sûr. Est-ce que Staline se serait permis même, d'aller jusqu'à ce point-là, mais est-ce que Staline se serait permis ce genre de déclaration? Il l'aurait peut-être fait, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans les déclarations qu'il pouvait faire, à mon avis, il était beaucoup plus prudent. Là, on a vraiment entendu ceux qui sont pas contents, hôpital psychiatrique. Enfin, c'est ça. C'était Madame Filippetti. C'est de ce domaine-là, quoi. On va les repérer et on va régénérer l'homme. C'est le discours qu'on entend. C'est le truc maoïste. C'est le truc maoïste, c'est Pol Pot, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, et ça, c'est bien l'enfance. Vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous aurez reconnu, chers auditeurs, Pierre Jovanovic, qui est mon invité de ce soir. Émission préenregistrée, donc, il faut le dire. Parce que nous sommes à l'espace Champéret en ce moment même. Par conséquent, vos messages, malheureusement, ne peuvent pas nous parvenir. Je suis persuadé qu'il y en aurait eu de nombreux. Toutefois, en allant sur votre adresse, je crois... quotidien.com. Voilà, quotidien.com, vous pouvez communiquer directement avec Pierre Jovanovic. Ah oui, mon mail, il y a tout. Est-ce que vous avez le temps de répondre Vous savez, je reçois entre 300 et 400 mails par jour. Oui. Alors, beaucoup de lecteurs m'envoient des informations, mais en général, quand les lecteurs me posent des questions, dans 85% des cas, je réponds oui. Je réponds. Non, mais quand les lecteurs me posent des questions, en général, je réponds. Bon, vous êtes très fort. C'est en une ligne ou deux. Je fais pas un roman. On délaye pas. Parce que des fois, je reçois, vous savez, vous avez 100 lignes. C'est 100 lignes de questions et la réponse pourrait en faire 300. Voilà. Donc on hésite un petit peu. Alors, on a brossé très rapidement la situation. Précisément, revenons un petit peu sur cette crise de l'Europe, puisque l'Angleterre vient de revoter pour Monsieur Cameron, et Monsieur Cameron, le grand sujet de sa réélection, le grand thème de sa réélection, c'était ce fameux référendum sur l'Europe. Alors, on sait que en France et dans d'autres pays européens, le peuple s'est exprimé. Le peuple généralement a dit non. Absolument. Les Français ont dit non. Les Français ont dit non à 51, etc. %. Le président Sarkozy de l'époque s'assoit sur la décision populaire puisque nous sommes en démocratie, donc c'est facile. Et on se retrouve par réglementation avec le pseudo
traité qui a suivi, le traité de Lisbonne, on se retrouve donc effectivement les pieds et poings liés avec cette Commission européenne dont je rappelle quand même qu'elle ne passe jamais devant l'électeur, encore, preuve de démocratie directe merveilleuse, et par conséquent, le cœur du sujet de l'élection de Cameron, c'est précisément ce référendum. Non, mais attention, il a été poussé à cela par Nigel Farage. Ah bon, on est d'accord. Il faut le mentionner. Oui, ils ont concentré toute la campagne de Cameron sur la circonscription dans laquelle courait, si je dis, Nigel Farage. Et ils ont réussi à le faire perdre on le prononce, on sait ses arguments à lui, en disant bon ben voilà, si je suis élu, c'est ce qu'a dit Cameron, je vais faire exactement ce que Nigel vous promet. Oui. Nous allons faire un référendum. Voilà. Et du coup, il l'a fait perdre. Alors c'est une technique qu'on entend aujourd'hui, qu'on observe en tout cas aujourd'hui en France, à savoir que certains candidats vont reprendre les éléments de programme des candidats de la candidate en l'occurrence. D'ailleurs, vous avez vu la sortie de l'Europe. Vous avez, pardonnez-moi, mais vous dites ça. Vous avez vu que depuis 2 jours, BFM fait en permanence expulsion des illégaux. C'est-à-dire qu'en fait, il les déplace de 15 mètres. Mais ça donne des bonnes images et ça donne une image forte du PS. Voilà. D'un seul coup, à 6 mois des élections, on montre ses muscles. On les déplace de 50 mètres. Voilà. Et on leur donne des appartes. Et voilà. Je connais des gens qui attendent des appartements depuis je sais pas combien de temps, voilà. Mais bon, j'ai rien dit. Et on ne chiffre pas, ce que coûtent les chambres d'hôtel. Oui, parce que là, il y a un coût, enfin, c'est même pas un coût induit, c'est colossal. Réel, c'est absolument qu'on paye nous avec nos impôts. Mais bien évidemment, il manquerait plus que ça. Où voulez-vous que l'État tire son argent? Toujours est-il que, voilà, je reviens sur l'idée de Cameron. Oui. Est-ce que, on va voir comment les choses vont évoluer parce que il est bien évident que l'Europe va faire plus que des rondes jambes, des courbettes à l'Angleterre de façon à démontrer au peuple anglais tout l'intérêt qu'il y a à rester dans l'Europe. Et il est bien évident qu'aujourd'hui le peuple anglais, si on le fait voter demain matin, l'Angleterre sort de l'Europe. Bien sûr. Si on fait voter demain matin la Grèce sort au minimum de la zone euro. Si l'on fait voter demain matin les Français, à 72%. On l'a vu dans un dernier sondage du Parisien. Nous sortons de l'Europe. Voilà. En tout cas, on sort de la zone euro. Est-ce que l'Europe est encore viable aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister peu ou prou à un éclatement de l'Europe des peuples et que l'institution que l'on connaît va, resserrer les boulons de façon à pouvoir continuer à vivre de ces prébendes européennes d'une façon très confortable comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, mon sentiment est que l'Europe telle qu'on nous l'a imposée, elle est pas valable. De toute façon, n'oubliez jamais une chose. L'Europe, à la base, elle a été faite pour désarmer la France. Et je vais vous donner un exemple très factuel, comme je les aime bien. La première action de Jean Monnet, a été non pas sur la constitution, l'ouverture des frontières, mais sur l'acier. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des réglementations qui progressivement privaient la France, enfin étaient destinées en fait à supprimer en France tous les fabricants d'acier, en faisant disparaître les fabricants d'acier. D'ailleurs, la preuve, on n'en a plus. Exactement. Alstom, machin, tout ça, ça a disparu. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, si on devait, par exemple, fabriquer des chars, j'ai rien dit. Des camions, pardon. Oui, un peu d'armement, parce qu'on contrôle nos frontières. On en serait parfaitement. C'est ça. On en serait tout à fait incapable. Il a commencé par l'acier, c'est pas du tout innocent. Oui, c'est le traité charbon-acier. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et tout a été fait comme ça. Et si vous regardez en arrière, vous remettez le puzzle dans un tableau unique, vous voyez que tout ceci en fait est destiné à détruire la France, d'abord par son industrie, et ensuite dû à l'afflux massif d'immigration, à détruire son identité. Et je vous donne un exemple typique. C'est le remplacement. Vous parliez tout à l'heure de McLuhan, les médias, etc. McLuhan, Regardez bien, si on touche à une synagogue
vous avez tout de suite toutes les caméras de télé, machin, etc. Et les ministres qui enchaînent les visites, c'est évident. En France, il y a déjà 300 ou 400 églises qui ont été défigurées, abîmées. Profanées. L'église de Poissy, la statue de Saint-Louis a été détruite à coups de batte de baseball. D'accord. Alors évidemment, c'est un coup des chrétiens intégristes, c'est bien connu. Hein. Oui, c'est une évidence. Comme d'habitude. Voilà. Mais rien. Pas un mot dans les médias, dans les télé. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Et vous pouvez analyser en faisant une ingénierie à l'envers. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, un signal qui est encore plus fort, c'est que la plupart de ces profanations ne concernent pas simplement le mobilier. On pourrait dire encore une statue de plâtre. Bon, certaines ont une très grande valeur. Symbolique. Enfin, je veux dire, ça peut au moins se Saint-Louis, changer. c'est très symbolique. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, ce sont des on fracture les tabernacles. Oui. Et on souille, on vole bien sûr les hosties, ce qui est évidemment, alors pour le non-croyant, c'est jamais qu'un petit bout de pain. Mais pour le croyant, c'est beaucoup plus que le symbole, puisque c'est la réalité du Christ, du corps du Christ, de Dieu. Bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Là, on attaque le fond absolu. C'est pas du tout innocent. Bon. Et c'est pas du tout innocent, nous sommes d'accord. Combien de statues de la Vierge ont été détruites? Oui. Je crois, de ma revue de presse, de ce que j'ai vu, il y en a à peu près déjà une 60aine. Oui. On lui casse les bras systématiquement, ou alors la tête. Alors, ça c'est une chose, mais je reviens un petit peu, pardon. Mais tout ça est un ensemble. Je ne nie pas l'important. Voilà. Tout ça est un ensemble. N'oubliez pas, c'est grâce aux règlements européens que dans les écoles italiennes. Là, on est en Italie, on n'est même pas en France. On a exigé à ce que les croix soient enlevées dans les écoles privées. C'était pas très longtemps, c'était à Strasbourg, je crois. Je sais plus quel laïcard avait demandé l'enlèvement de la croix, etc. Bien évidemment. À Plouernec, on demande l'enlèvement. On veut modifier le statut particulier de l'Alsace. De l'Alsace. Oui, bien sûr, évidemment. Donc vous voyez que tout ceci, pourquoi s'attaque-t-il systématiquement vous voyez, et pas du tout à l'islam. Hein. Il y a eu une attaque jacobine. C'est très intéressant. Très intense aujourd'hui. Il y a eu un jugement, par exemple, qui en fait permet aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires. Hein, voilà. Donc ça va être très intéressant parce que vous habituez les tout petits à avoir des femmes voilées autour d'eux dès l'âge de 3 ans, 4 ans. Hein, no comment, hein, parce qu'on va rester dans les bordures du CSA, comme on dit. Mais voilà, exactement. mais c'est intéressant. Mais c'est d'ailleurs mieux que ça. Mais il y a déjà de ça 10 ou 15 ans. Certains imams rémunéraient en liquide, donnaient de l'argent de poche à certaines jeunes filles françaises et certainement catholiques, enfin ou athées en tout cas, payaient les PV. Pour payer les PV, mais pour porter le voile dans les banlieues de façon à habituer le public à voir des jeunes filles, des gamines porter le voile. Ça, moi j'en ai eu un témoignage direct d'une gamine dont j'avais assisté à la communion solennelle. Et qui portait le voile. À la communion solennelle. Et qui s'était pas converti pour autant. Seulement, on lui donnait 200 € par mois. Ah oui, quand même. D'accord. Donc pour ça, elle le portait, quoi. Donc elle le portait, parce que ne se rendant pas compte, évidemment, mais enfin à 12 ans, que voulez-vous. Enfin bref, c'est pour dire que là, on a tout le monde a bien compris. Destruction de la politique du chaos, voilà, générale. Oui. Et il faut cesser de dire que le président Hollande est un grand bonnet qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait. C'est une technique de gouvernement qui est la mise en place du chaos. Et qui permet d'ailleurs toutes sortes de choses, puisque un ministre peut très bien dire une chose un jour, se dédire le lendemain, dire le contraire, etc. Et personne ne relèvera. Alors sur le moment, on dira, comme on a vu les manchettes de journaux il y a quelque temps, le ridicule ne tue plus dans le gouvernement. Oui, mais c'est déjà oublié. Et demain, on va le refaire. Et petit à petit, c'est le syndrome de la grenouille. On distille dans l'esprit du grand public que, bien ma foi, c'est la situation normale. Voilà,
un autre fait factuel, Didier, un autre fait factuel qui vient appuyer vos dires. J'ai vu ça très précisément ce matin. Le Parti socialiste a décidé de s'attaquer aux municipalités, aux villes qui ne veulent pas construire de logements sociaux. Ça, c'est vrai. Logement social étant entre guillemets. Voilà. Et donc ils vont s'attaquer, ils vont prendre 10 villes symboliques qu'ils vont massacrer à coups d'amendes supplémentaires. Donc s'ils étaient déjà pas assez endettés, là ils vont se prendre les amendes du gouvernement. Et les amendes sont déjà considérables. Le gouvernement va saisir les terrains directement et vont construire les immeubles de logements sociaux. Voilà. Et j'ai même vu que la mairie de Paris maintenant va pouvoir préempter la mise en vente d'appartements dans des quartiers chics, etc. et de mettre qui veulent dans ce truc-là. Ceux qui beaucoup de lecteurs ils sont devenus complètement fous là-dessus parce qu'ils se disent mais attends, moi j'ai pas envie de voir ma boîte à lettres complètement démolie comme on le voit dans tous ces HLM, etc. parce qu'après je ne vais plus recevoir mon courrier. Non, ça c'est un amalgame très gênant, ça. Mais l'amalgame, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. Ah, mais absolument. Je l'ai vécu il y a quelques années, mais je l'ai vécu. Mais d'ailleurs, on a eu ici et on a toujours des témoignages de personnes qui sont obligées de sortir. D'ailleurs, récemment, de prendre des boîtes postales. Combien de fois, lorsqu'on dépose plainte pour ce genre de dégradation, etc. Quand ça prend des proportions inacceptables, la police ne vous dit pas on va contrôler, on va surveiller, on va éventuellement sanctionner si c'est nécessaire. On vous dit attendez, déménagez. Oui. Et puis c'est tout. Et c'est la communautarisation qui est le gouvernement favorise la communautarisation et par conséquent on sait très bien que ça c'est une bombe à retardement. C'est ce qu'avait dit c'était un peu les propos d'Éric Zemmour dans son livre, alors, en disant que les Français c'était justement ils avaient déménagé en masse puisqu'on parle de déménagement. Ce qui est vrai. Voilà, ils avaient quitté etc. Et donc maintenant même là-bas ils sont plus tranquilles puisque aujourd'hui la masse des cambriolages venus des gangs des pays de l'Est, de Lituanie ou je sais pas quoi, machin, etc. Oui, ce sont des réseaux, des réseaux. Des bandes. J'ai encore vu une émission hier ou avant-hier, je sais plus. Vous regardez trop la télévision, Pierre Jovanovic? Non, je regarde pas, mais je m'informe. Ça fait partie de mon métier. Mais c'est vrai qu'il y a un sacré problème parce que vous savez, moi je le vois. Regardez, vous allez avenue de Wagram par exemple, à deux pas de l'Étoile. Vous avez à peu près 8 personnes qui sont allongées sur le trottoir de l'avenue en train de mendier avec leurs chiens, etc. Bon, et c'est partout comme ça dans Paris, dans toutes les belles, il y en a partout. J'avais fait un voyage à Vienne il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui, je me souviens qu'on avait parlé de ce séjour. Et c'était parce qu'à un moment donné, il était question d'un défaut de paiement de la part des Autrichiens, je sais pas quoi, enfin peu importe. Mais à Vienne, vous ne voyez pas tout ça. Et pourtant, leurs frontières, ils sont à 20 km de tous ces pays. C'est intéressant. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de la municipalité de laisser. C'est évident. Vous voyez, il y a une dégradation, c'est volontaire. À Vienne, vous n'en voyez nulle part. Comment ça se fait ? En fait, le problème de cette immigration sauvage, clandestine, etc., c'est la soupape de sécurité qui est utilisée politiquement par le gouvernement pour pouvoir, comme vous le disiez à l'instant, faire quelques actions coup de poing de temps en temps pour pouvoir dire « Ah, mais vous avez vu, je sais aussi réprimer », et puis de temps en temps, au contraire, laisser prospérer ce genre de choses pour avoir ce vivier. C'est ce que disait, souvenez-vous, Georges Marchais, dont on veut démonétiser une place. Bien sûr. Il avait des propos sur cette immigration sauvage qui aujourd'hui vaudrait la 17e chambre correctionnelle, c'est certain. Bien sûr. Et alors, d'ailleurs, samedi dernier, sur le marché de Villejuif, puisque c'est dans cette commune que ça se produit, le Front National a édité un tract qui reprend la déclaration de marché en demandant de bien vouloir conserver la place de ce héros français, travailleur de Messerschmitt, entre parenthèses. Oui. Il faut absolument conserver le nom à cette place parce que c'est un héros qui a lutté contre l'immigration sauvage. Enfin, c'est un. Non, mais il avait raison. C'est évidemment. Mais Georges Marchais défendait authentiquement le travailleur français. Oui. Enfin. N'oublions, à sa façon, mais il le faisait. Oui, voilà, à sa façon. Non, mais quand vous regardez les syndicalistes actuels, excusez-moi, I beg your pardon. Oh là, dans le cochon. But you are communiste. Oui. Enfin voilà, donc on part d'un sujet à l'autre, on brosse très rapidement les choses, mais c'est vrai que cette politique du chaos que l'on constate en matière économique, que l'on constate en matière sociale, que l'on constate en matière
matière sociétale, puisque c'est le terme qu'on utilise couramment, enfin que la grosse presse utilise aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une véritable une volonté, je fais attention au terme que j'utilise, une véritable volonté de destruction complète de notre société. C'est vrai évidemment pour les choses les plus voyantes, c'est la religion, c'est etc. C'est vrai pour l'art. On le voit à Versailles en ce moment. Fabuleux. Cette espèce alors levée de bouclier naturellement, mais n'oublions pas que on a laissé faire pendant 20 ans. Versailles, c'est le symbole de la France. C'est le génie français. Visible. C'est ça qu'il faut abattre. Mais c'est ça qu'il faut abattre. Évidemment. C'est Mansart, André Le Nôtre. Mais c'est toute la grandeur de la culture française et de la culture européenne d'ailleurs, parce que n'oublions pas que la plupart de ces architectes étaient certes italiens, tout ce qui était à l'intérieur, en plus voilà, des glaces, c'est italien. On a eu des Italiens, on a eu des Allemands, on a eu des techniques artistiques qui nous venaient de beaucoup de pays d'Europe. L'Europe était beaucoup plus construite à cette époque-là et c'était l'Europe des peuples et c'était l'Europe du génie et c'était pas l'Europe de la haute finance comme on nous l'impose aujourd'hui. Bref, toujours est-il que on est là devant une situation qui, évidemment, nous prouve que nos gouvernements actuels, et quand je dis nos gouvernements, c'est au pluriel, c'est-à-dire que je pense que le clivage gauche-droite n'est plus d'actualité. Du tout. Et ces gouvernements, ces gens de l'élite qui sont hors sol, si l'on peut dire, qui ne voient plus du tout les choses. Regardez cette polémique avec le voyage de Valls dans un avion de la République pour aller soutenir son équipe de foot. Enfin, je veux dire, mais comment, à quel point d'aveuglement, alors qu'on vient d'avoir les statistiques du chômage et qu'il y a 28 200 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Personne se révolte en fait. Bon, et voilà. heureusement que, enfin bref, j'allais dire il y a des choses qui ne sont plus en vente libre, parce que on peut imaginer effectivement une révolte. Alors on nous prévoit toujours ça pour la rentrée sociale suivante, mais je pense que si le français observe un petit peu les futures lois fiscales que l'État va imposer et qui vont être syndrome de la grenouille étalées dans le temps de façon à ce que les conséquences réelles ne soient mesurables qu'en 2018, après avoir voté. Non, mais en plus, on sera dans une manipulation totale. Je viens de penser à autre chose en même temps à ce propos. Imaginez par exemple quelqu'un qui gagne le SMIC, d'accord, et qui paye, on va dire, très peu d'impôts, on va dire. Et en revanche, vous allez avoir quelqu'un qui gagne un chouïa un peu plus que le SMIC. Avec tout ce qu'il va payer aux impôts, il va se retrouver à être payé moins que le SMIC. Et ça va créer des inégalités, mais absolument phénoménales. Mais ça va être intenable. Je peux vous donner le cas d'une personne économique, enfin, qu'on disait à une certaine époque, mais enfin, le terme est tout à fait juste. Aujourd'hui, c'est enrobé. Mais à l'époque, on appelait ça économiquement faible. Ça vous disait bien ce que ça voulait dire. Elle a une pension de reversion qui est absolument minable. C'est le résultat d'une vie de travail et on s'aperçoit que c'est vraiment rien du tout, c'est un saupoudrage à peine, enfin, etc. Heureusement, la famille est là, mais ça, c'est autre chose. Et les différentes réformes, depuis 2 ans, cette personne est obligée de payer des impôts. Bien. Alors, elle paye une somme dérisoire, parce que je crois qu'elle touche 80 ou 60 euros par an de trop. Donc elle paye une petite quote-part d'impôt. Alors sur le principe jacobin, admettons, elle participe à l'effort de la France. Oui, seulement à partir du moment où elle paye des impôts, elle n'est plus exemptée de la taxe d'habitation. Donc elle paye son foncier, donc elle n'est plus exemptée de la taxe audiovisuelle. Bien garder d'en informer les Français. Donc elle n'est plus exemptée. Voilà, c'est-à-dire que en fait 80 euros de plus, elle se retrouve avec 600 euros de plus à payer. Voilà, c'est exactement le problème. C'est la grande arnaque du PS. Voilà, ça c'est. On avait fait une émission là ensemble là-dessus il y a 2 ans sur il y a eu 1,5 million de Français qui étaient non imposables. Exactement. Donc ils étaient à 0 et du jour au lendemain, pour rembourser la dette et les banques et tout le bazar, 1,5 million de Français sont retrouvés avec 300, 400 euros ou 500 euros à payer dans l'année. Dont une personne qui m'est très proche, qui a 91 ans aujourd'hui, qui a vraiment pas compris ce qui lui est arrivé. Alors là, il a rien compris, le pauvre. Voilà. Et comme vous le dites si bien,
il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous payez des impôts, donc vous n'êtes pas, vous devez payer tout ceci en plus, etc. Parce que nos règlements disent que voilà, c'est un enchaînement, c'est un cercle infernal. Et là, qui entraîne les gens et se font saisir au bout du compte. C'est la saisie de la maison. Mais bien naturellement, vous êtes propriétaire, on saisit. C'est la technique qui est appliquée à Chypre et en Chypre et à Grèce. Mais en Grèce, regardez ce qui s'était passé à une certaine époque sur l'île de Ré, où ces pauvres propriétaires qui avaient acheté il y a à l'époque où personne n'y allait, des pêcheurs, des propriétés de pêcheurs. Voilà. Et aujourd'hui, elles se retrouvaient avec une ils payaient l'ISF. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, ils étaient absolument pas riches, parce que pour être riche, il faut déjà qu'ils vendent. Non, ils étaient considérés comme riches, mais sur la seule base de la valeur de leur maison, alors qu'ils gagnaient le SMIC. Et alors, ce qui est très intéressant, mais là, malheureusement, la grosse presse ne reprend pas, c'est qu'il faut savoir qui a racheté. Et là, on a des surprises. Ah oui? Donc, on peut imaginer que tout ça est organisé. Voilà, on va dire ça pudiquement. Je ne serais pas surpris. C'est la méthode. Vous savez, la communauté européenne, puisqu'on parle de ça, vous savez que j'aime bien le factuel. La Troïka a fait voter aussi bien en Grèce par le Parlement grec et par le Parlement chypriote une loi qui accélère. C'est-à-dire que auparavant, pour saisir la maison de quelqu'un à Chypre, c'était une procédure qui durait, on va dire, 5-6 ans. Voilà. Les Chypriotes voulaient que la maison reste de Chypriote. Voilà. Et donc là, Bruxelles a exigé de leur part, sinon ils leur versaient pas les millions d'habitude. Exactement. Il y a toujours un chantage. Voilà, toujours chantage, que de ramener ça à 3 mois. Là, au moins, vous voyez que c'est du factuel. Et c'est la même chose en Grèce. Tout le monde se plaint de l'inefficacité de l'administration. Voilà une administration efficace. Oui. Ça pour saisir les maisons, parce que saisir les maisons, si vous voulez, ça permet tout de suite à un État, à une banque, d'améliorer son bilan. N'oubliez jamais ça. Il y a toujours un but. Cui bono. Voilà. Bon, alors, de quoi n'avons-nous de quoi n'avons-nous pas parlé dans cette émission avec Pierre Jovanovic? On a brossé, mais tout est la difficulté de pouvoir chapitrer en quelque sorte une émission comme celle-ci, compte tenu de l'observation générale que Pierre Jovanovic fait de la situation essentiellement économique, mais tout est lié là-dedans. Bien sûr. Donc on s'aperçoit qu'il y a une telle imbrication, c'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup de nos concitoyens se désintéressent complètement de la chose politique, parce que quand on y met le petit doigt, on s'aperçoit qu'on est tout de suite le bras est happé. Totalement mangé par ça. Si l'on veut être informé, il faut y passer aujourd'hui un temps infini pour décrypter la complexité de cette situation. Alors que, je ne sais pas si c'était comme mieux avant, on nous le dit souvent, mais ça, je n'y crois pas beaucoup. Mais en attendant, peut-être y avait-il avant un corps politique qui était un peu plus honnête que celui que nous subissons aujourd'hui. Clairement, le corps politique était beaucoup plus honnête. Je veux dire, si on regarde, par exemple, les scandales, si vous reprenez des numéros du Canard enchaîné, par exemple, d'il y a 30 ans, 40 ans. Ah oui, ça c'est interdit. Pourquoi ? Ça, il est strictement interdit. Il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise aux citoyens et encore plus aux journalistes, parce que alors là, c'est de reprendre des archives comme celle-là. C'est ce que je fais aussi. Je garde mes collections de journaux et de temps en temps je replonge dans là. Alors ça, si vous voulez prendre un coup d'objectivité sur la situation politique actuelle, c'est ce qu'il faut faire, chers auditeurs. C'est-à-dire reprenez, ayez une vraie bibliothèque et reprenez les ouvrages qui traitaient de l'actualité il y a quelques années. Reprenez vos journaux, gardez-les. Alors il faut un peu de place, évidemment. Il faut pouvoir archiver-les si c'est possible. Et là, vous découvrirez des choses absolument extraordinaires. Voilà, là on se régale. Pardon, effectivement, le Canard enchaîné il y a 30-40 ans, il vous sortait pas des scandales aussi financiers, aussi économiques, et il n'y en avait pas autant que maintenant. Maintenant c'est très net. Maintenant c'est tout le monde, toute la classe politique quasiment. Alors que auparavant, je me souviens les grands scandales de la Ve République, c'était surtout des affaires immobilières, des permis de construire, etc. Mais là c'est tout le monde. Et avant les enfants n'étaient pas touchés, alors que maintenant vous avez des enfants de députés, de directeurs de région, on leur paye discrètement leurs études aux États-Unis, etc. Vous voyez. Ce qui est certain, c'est que
jusqu'à une certaine époque, et moi je situe cela à peu près à la période Mitterrand, les scandales étaient très nombreux avant, il faut pas se faire d'illusions, mais ça restait des fautes, pour ne pas dire à une certaine époque des péchés. Oui. Et qu'à partir de l'ère Mitterrand, tout ceci est devenu tout à fait, alors non pas légal évidemment, mais tout ceci a été parfaitement admis, pire, institutionnalisé. Et aujourd'hui, on le voit très bien d'ailleurs, alors là encore, ce sont des faits divers, mais on voit très bien que après la jolie formule du responsable mais pas coupable, tout est possible aujourd'hui, tout est envisageable, et l'institution elle-même est devenue, j'allais dire, non seulement elle admet, mais je crois même que le personnel politique se recrute parmi les plus habiles. Oui, tout à fait. Voilà. L'affaire Cahuzac, pour moi, est un exemple absolument extraordinaire. Si vous lisez le livre de Madame Trierweiler, vous allez découvrir qu'elle donne les clés de cette affaire. Que Monsieur Hollande et Manuel Valls étaient au courant depuis le début. Voilà. Et qu'en fait, ils ont tout fait. Ils ont vraiment tout fait. Alors, une canne de tout, ça va passer. Donc, oui, alors, absolument. Cela dit, je pense que j'ai beaucoup regretté, moi, la démission de Monsieur Cahuzac, car je pense que c'est le seul. Nous avions eu quelque temps auparavant, nous avions eu la déclaration de patrimoine des ministres. Alors, moi, je veux bien croire que un haut fonctionnaire qui devient ministre, après avoir eu un traitement de haut fonctionnaire pendant 15, 20 ans, il devient ministre, donc le traitement a plutôt tendance à s'améliorer, et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce ministre, gérant bien ses affaires, a réussi à acheter un petit 2 pièces en banlieue parisienne, a économisé pour avoir 2 vélos sur le balcon. En un mot, où est passé l'argent? Bien, ça veut dire que on constate. Ils sont très très mauvais. C'est curieux. Hein. Très mauvais. Non mais c'est incroyable. Et le seul, drôle, d'ailleurs, et le seul qui a fait de l'argent, si je puis dire, donc en un mot, qui a réussi ses affaires, c'est Monsieur Cahuzac. Et c'est celui qu'on vire. Alors évidemment, il a commis une faute, ne pas déclarer le patrimoine. On reviendra pas là-dessus. Mais enfin, je veux dire que, à proprement parler, c'est tout de même assez surprenant. C'est le seul qui peut déclarer avoir, etc. Les autres, ils n'ont rien. Après avoir touché des salaires mirobolants et après avoir et des salaires pour la plupart de fonctionnaires, enfin quelque chose qui tombe très régulièrement, c'est tout de même assez surprenant. Et là encore, la grosse presse relaie ce genre d'informations sans poser de questions. Et le citoyen, pour la plupart, enfin j'en connais qui se posent quelques questions quand même, mais en moyenne, le citoyen ne remet pas en cause toutes ces choses-là. Mais il est bien évident que c'est du pur mensonge. Pur mensonge. Vous savez, dans l'affaire Cahuzac, on a vu, justement, je crois qu'il y avait également une autre ministre qui, tout d'un coup, 6 mois après, on avait découvert qu'elle avait totalement menti lors de sa déclaration de ses avoirs. C'était fort intéressant. Elle n'était pas la seule. Il y en a d'autres. Ils ont un problème avec l'argent. Je comprends pas c'est quoi le problème de s'acheter une maison, de faire fructifier parce que dans la c'est quoi leur problème? Parce que dans la société socialiste, on vous fait croire que l'argent est à droite, que l'argent c'est le bourgeois qui a le fric, et que les socialistes, eux, on confond socialiste et social. Or, je regrette. Je connais des gens, de grands aristocrates qui sont d'une générosité. Alors évidemment, ça n'est que un terme qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui sous peine de poursuite. C'est la charité. Oui. Mais je connais des. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous le savez. Je vous ai toujours, j'ai raconté à plusieurs reprises cette affaire lorsque des Maliens se sont emparés d'un gymnase à Cachan il y a quelques années. Oui. Alors, naturellement, c'était une opération tout à fait spontanée. Quelques familles
de clandestins qui s'installent dans le gymnase dans lequel les enfants des écoles de Cachan venaient faire du sport. Donc le maire communiste était furieux parce que les enfants ne disposaient plus de cette installation municipale et par conséquent la presse s'est emparée de l'affaire, etc. Alors tout ceci était totalement spontané, mais moi j'ai été voir un matin ce qui se passait et pour un truc spontané, il y avait une belle estrade pour pouvoir installer tout était préparé, quoi. Les caméras de télévision, Voilà, etc., d'accord. qui étaient dans le bon sens pour l'éclairage en fonction de l'heure du soleil, etc. Bon bref, on avait l'impression d'une spontanéité bien organisée. Toujours est-il que il y avait là j'allais dire un terme américain, je ne veux pas payer l'impôt. Donc il y avait les gens du spectacle qui étaient là et qui défendent la cause. Je m'en souviens très bien. Qui défendent la cause de ces Emmanuel pauvres gens. Hein, voilà, Alors entre autres. oui, mais c'est entre autres elle était là. Mais c'est pas d'elle dont il s'agit tout de suite. C'était une autre. On ne verra pas qui était là. Et j'entendais devant les caméras de télévision ces gens vitupérer contre l'État. Alors à cette époque-là, ça devait être Chirac, je pense. En disant oui, c'est un scandale, il faut absolument faire quelque chose pour l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Et alors, il y avait du public tout autour, donc je m'approche et je corrobore dans ce discours véhément en disant vous avez raison, l'État ne fait rien, mais finalement l'État c'est nous. Et par conséquent, peut-être est-ce qu'on pourrait nous individuellement faire des choses. Et je m'adresse à cette personne du cinéma et lui dis mais vous, chère madame, qui avait un 400 mètres carrés sous, je sais plus si c'était à Montparnasse ou sous le Sacré-Cœur, vous pourriez peut-être prendre une ou deux de ces familles pour montrer encore. Et je me suis fait traiter de petit con. D'accord, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, voilà, bien sûr. Et c'était assez amusant. J'espérais voir cette séquence à la télévision. Et bien, figurez-vous qu'elle a été coupée. Bah oui, soyez étonnés. J'ai beaucoup regretté. Oui, soyez étonnés. Non, donc vous voyez que tout ceci est organisé spécifiquement pour les médias, de la même façon que les Femen. Rappelez-vous, les Femen, quand les Femen sont arrivés, il n'y avait pas d'affaires ukrainiennes. Or, les Femen sont ukrainiennes. Donc le choix des Femen, oui, au début, c'est pas du tout innocent. Ah, mais bien sûr, c'est pas du tout innocent. Déjà, c'était pour attirer l'attention sur un pays qui s'appelle l'Ukraine. Hein, on le voyait avec les fleurs sur la tête. Et je mets au défi les directrices de communication des entreprises dans lesquelles travaillent nos auditeurs, hein, de téléphoner à l'AFP ou à Reuters ou aux grandes agences de presse, grandes agences photographes, en disant envoyez-nous un photographe, voilà, il va se passer quelque chose. Ils vont dire mais vous rêvez. Or, personne ne connaissait les Femen et comme par hasard, elles étaient toujours accompagnées de tous les photographes des grandes agences. Et à l'instant où elles faisaient leur cirque, hein, les photos étaient envoyées en 5 secondes sur tous les téléscripteurs, enfin dans tous les systèmes de la planète. Donc vous voyez que c'était parfaitement organisé. Pierre, c'est organisé tout ceci. Moi qui me suis un tout petit peu occupé, je ne vous raconterai pas ma vie de sécurité pendant les différentes manifestations parisiennes de ces dernières années, je peux vous assurer que la façon de savoir quand ces personnes allaient attaquer, et d'autres aussi d'ailleurs, c'était de savoir où étaient les pôles télévisés. Oui. Et il suffisait, et la consigne avait été donnée, si vous voyez une caméra sur le bord du trottoir, bon. Mais si vous voyez 3 ou 4 équipes de télévision rassemblés à un endroit précis et comme de par hasard les caméras dirigées à tel endroit, alors vous êtes sûr qu'il va se passer quelque chose. Là, vous cernez, vous regardez, vous observez, enfin, etc. Et ça n'a jamais manqué. À tel point que ces pauvres filles, quand elles ont attaqué une fois ou deux quelques cortèges, ont été un peu dépitées parce qu'on les a généralement attrapées et fait saisir par la police, naturellement, pour pouvoir les relâcher aussitôt. Elles étaient dépitées parce qu'on arrivait à les saisir avant. Voilà, il y en avait certaines qui étaient encore habillées, figurez-vous, c'était embêtant quand même. Elles avaient à peine eu le temps de mettre le petit cerceau fleuri dans les cheveux. Bon, mais c'est pour dire que, comme vous le dites, c'est tout à fait, tout ceci est tout à fait organisé. Absolument. Et je crois que ça peut être peut-être, il nous reste 4 minutes, c'est peut-être la conclusion de cette émission, ça passe très vite, hein, Pierre, je suis désolé. Oui, mais c'est vrai que ça passe très vite. C'est peut-être la conclusion de tout ça. Que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit de la haute finance, que ce soit de la finance, j'allais dire familiale, que ce soit, enfin, toutes les lois qu'on nous propose, que ce soit en France, en Europe, que ce soit médiatique, que ce soit sociétal ou social, tout est voulu. Et tout est organisé.
Est-ce que c'est la conclusion qu'on peut élaborer? C'est clairement, clairement, là, beaucoup de choses sont organisées. Surtout, je pense à l'Ukraine, parce que vous savez, les Américains ont besoin d'une guerre. L'endettement des Américains est pire que celle de la Grèce, hein, et pourtant, on voit que toute l'attention des médias est braquée sur la Grèce, alors que ce sont les Américains. Ils ont une dette, ils la creusent plus profond tous les 3 mois. Mais je vous rappelle ils ne pourront jamais la rembourser. La seule vision que nous avons... En cas de guerre, ils n'auront pas à payer leur bon du trésor. Et la seule vision que nous avons des États-Unis, je vais être très schématique, mais on nous présente une vision des États-Unis, c'est Dallas à chaque fois. Oui, c'est ça. Oui. Or, les États-Unis ne vivent pas comme Dallas, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on visite certaines villes, Cleveland par exemple... Non, mais une grande différence entre les Américains et les Américains qui la pilotent. Hein, bien sûr. C'est très net. Hein, vous savez, je crois que c'est le Financial Times qui avait écrit un article absolument remarquable au Wall Street Journal. Vous savez, je vais utiliser un terme que tout le monde puisse comprendre, les députés américains. Oui. Voilà, les députés. Donc première législature d'Obama, on va dire sur 100 députés, il y en avait que peut-être 20 qui étaient millionnaires. À l'entame du deuxième du deuxième mandat d'Obama, je crois qu'ils étaient à 90%, ils étaient tous millionnaires. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, chers auditeurs, vous en savez un peu plus sur le monde qui nous entoure grâce aux observations de Pierre Jovanovic. Bien sûr, je vous renvoie à ses ouvrages. Allez sur le site la revue de presse, Jardin des livres, la revue de presse. Non, la revue de presse, c'est quotidien.com. Voilà, c'est www.quotidien.com. Et puis les livres qu'il faut avoir lus. Voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais au moins vous ne pouvez pas dire factuel. Vous n'êtes pas informé. Voilà, c'est du factuel. On peut dire ça comme ça. Exactement. Merci Pierre Jovanovic. Mais merci à vous Didier. Et puis à bientôt, parce que malheureusement l'aventure continue. Ou heureusement d'ailleurs. Vive la vie. Et rappelez-vous, chers auditeurs, nous ne sommes pas Charlie. On n'en dit pas plus aujourd'hui sur les... Je suis tout à fait d'accord. À bientôt. Au revoir.